Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Bio. Cette semaine, nous développons ensemble deux nouvelles interactions que sont la prédation et le parasitisme. Ces deux interactions sont proches dans le sens où elles impliquent à chaque fois un être vivant au moins pour qui elle est bénéfique et un être vivant au moins pour laquelle elle est néfaste. Mais si elles sont connues de tous, de non au moins, elles ont certainement encore quelques secrets à vous révéler. Commençons tout d'abord par la prédation. Celle-ci n'est pas qu'une simple relation alimentaire, c'est-à-dire quand un être vivant mange un autre, puisqu'elle nécessite en fait deux caractéristiques pour être considérée en tant que telle. En effet, pour qu'il y ait prédation, il faut qu'au moins un être vivant, le prédateur, chasse, tue et mange un autre être vivant, la proie. On peut donc citer le lion et l'antilope, mais aussi la coccinelle et le puceron, ou encore la grenouille et la libellule. Notez d'ailleurs que, dans ce dernier exemple, la grenouille adulte est un prédateur de la libellule adulte, mais la libellule adulte peut être un prédateur du tétard de la grenouille. D'après cette définition, notons que toute relation herbivore n'est donc pas de la prédation, car il n'y a pas chasse, et souvent pas mort directement du végétal consommé. De même, les êtres vivants coprophages, c'est-à-dire se nourrissant d'excréments, ou les charognards, qui sont eux nécrophages, ne sont pas des prédateurs. On ne considère même pas leur nutrition comme une interaction, puisque leur nourriture est faite de matière morte. Même si la plupart des relations de prédation ont lieu en interspécifique, donc entre êtres vivants d'espèces différentes je le rappelle, il arrive que celles-ci soient en intraspécifique, donc entre êtres vivants de la même espèce, comme la femelle menthe religieuse, qui mange parfois le mâle après accouplement. Le parasitisme, maintenant, est une relation où un être vivant se sert d'un autre, pour se nourrir, comme habitat, ou pour sa reproduction, mais en lui nuisant. Il existe de très nombreuses relations de parasitisme, comme les bactéries infectant les hôtes, les tiques parasitant de nombreux animaux, comme des oiseaux ou des mammifères, ou encore la plupart des herbivores phylophages, c'est-à-dire mangeant des feuilles, comme l'escargot mangeant le pissenlit. Mais il existe également des végétaux parasites. Le plus connu est sûrement le gui, se nourrissant de l'eau et des minéraux prélevés dans la sève d'un arbre parasité. Mais on peut également citer la cuscute, un végétal orange qui ne fait pas de photosynthèse, et doit donc prélever directement la matière organique et les sucres dans le végétal, en plus de l'eau et des minéraux. Même si la grande majorité du parasitisme a lieu en interspécifique, certains cas sont aussi observés en intraspécifique. C'est le cas de certaines espèces d'oiseaux, comme les flamants roses ou les canards colverts, qui ponctuellement sont capables de transporter un de leurs œufs dans le nid d'un autre couple pour que ceux-ci s'en occupent à leur place. Voilà pour ces deux nouvelles interactions, j'espère que cela vous a intéressé. La semaine prochaine, nous évoquerons une seule nouvelle interaction, le commensalisme, à travers notamment l'exemple du lierre, dont la relation avec l'arbre support fait encore débat. Bonne semaine et à bientôt dans Biome.